Bonjour à tous, thermomètre du cinéma et ou baromètre de la science, et tous ceux qui nous écoutent en hésitant sur le nombre de couches de vêtements à mettre pour sortir dehors, car oui, il fait un petit peu froid. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science, où le 7e art la ramène sa science. Un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins insolites, et on fait répondre un ou une experte. Ce mois-ci, le film choisi est Le jour d'après de Roland Emmerich, et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est bientôt tous sous l'eau ? Pour cela, nous parlerons du rôle de l'océan dans le climat, l'évolution du changement climatique et la difficulté des scientifiques face à la désinformation. Pour cela, nous avons à notre côté un expert, Éric Guiliardi, directeur de recherche CNRS au laboratoire d'océanographie et du climat rattaché à Sorbonne Université et auteur principal du 5e rapport du GIEC. Bonjour Éric. Bonjour. Nous avons découvert, piégés dans ces carottes de glace, la preuve d'un changement cataclysmique du climat survenu il y a environ 10 000 ans. La concentration de gaz naturel à effet de serre découvert à l'intérieur de ces carottes indique qu'un réchauffement galopant a propulsé la planète dans une période glaciaire qui a duré 2 siècles. Je suis perdu. Je pensais que vous nous parliez de réchauffement global et non d'une période glaciaire. Oui, c'est paradoxal, mais un réchauffement global peut déclencher un refroidissement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans Le jour d'après. Sorti en 2004 en France, il est l'un des films les plus connus du roi du blockbuster Roland Emmerich. Le film, qui réunit notamment Dennis Quaid, un tout jeune Jake Gyllenhaal ou encore Ian Holm, s'intéresse au climatologue Jack Hall, qui avait prédit l'arrivée d'un autre âge de glace. Mais bon, ce qu'il n'avait pas imaginé, c'est que cela se produirait de son vivant. Or, un changement climatique imprévu et violent débarque à l'échelle mondiale et entraîne avec lui à travers toute la planète de gigantesques catastrophes, inondations, grêles, tornades et températures en chute libre. Bref, n'en jetez plus, la coupe est pleine. En gros, c'est le retour de l'âge de glace, mais sans les animaux rigolos. Jack a peu de temps pour convaincre le président des États-Unis d'évacuer le pays afin de sauver des millions de personnes en danger, dont son fils Sam, coincé dans la bibliothèque de New York par moins 20 degrés. Est-ce que vous avez vu le film, Éric ? Oui, il y a quelques années maintenant. Et alors, vous en pensez quoi ? Alors, en tant que... Moi, je suis très bon public en général, donc je me fais facilement emmener dans un film bien fait, où il y a du suspense, où on va se demander est-ce qu'il va réussir à sauver son fils, le héros qui parle directement avec le président, voilà. Par contre, c'est quand le film s'arrête et qu'on commence à réfléchir, là, on s'est dit oulala, et en tant que scientifique, encore plus oulala, on en reparlera, hein. Mais voilà, à la fois sur le contenu scientifique et la position du scientifique dans la société, il y a quand même beaucoup à redire sur ce film. On va y revenir dans une deuxième partie, mais avant on va s'intéresser un petit peu plus à votre travail et en lien tout à fait avec ce film, puisque l'océan a un rôle très important dans le film, puis l'eau, tout simplement, a un rôle important, puisque d'un seul coup ça va envahir New York, et puis on va devenir, c'est le retour de l'ère glaciaire, on est tous gelés, c'est super. Mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est votre métier de climatologue et d'océanographe ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, océanographe, c'est s'occuper, essayer de comprendre. Alors déjà, c'est un métier de chercheur, donc de comprendre comment ça marche. L'océan, le rôle de l'océan dans le climat. Donc, moi, ma spécialité, c'est l'océanographie physique, comme on dit, c'est-à-dire la température, la salinité de l'océan, les courants, et comment ces différents éléments circulent sur la planète, échangent avec l'atmosphère et participent au climat qu'on a sur la Terre. Donc c'est du travail de recherche, ça peut être par exemple faire des campagnes en mer, aller mesurer ces paramètres de l'océan sur place, même si maintenant on a beaucoup de satellites ou de bouées automatiques qui nous aident. Ça va être ensuite du travail en laboratoire et de la modélisation, ce qui est plus donc sur ordinateur, c'est-à-dire de faire des modèles informatiques qui reproduisent l'océan, l'atmosphère, des modèles de climat. Et donc ça c'est plus ma spécialité. Donc c'est un travail qui demande de se poser des questions sur comment l'océan fonctionne, quel est son rôle dans le climat. C'est aussi de lancer des programmes de recherche, d'encadrer des étudiants, de faire fonctionner notre communauté de recherche, beaucoup d'interactions avec des collègues, un peu partout sur la planète. C'est une grande famille, les scientifiques. Et on parlera d'El Niño, qui est plus ma spécialité. Et des spécialistes d'El Niño. On vient de faire d'ailleurs un livre, un peu de synthèse sur les connaissances d'El Niño, qui est sorti il y a quelques semaines. On est une centaine. Donc en fait, c'est pas très nombreux sur la planète. Et donc
on se connaît bien. Voilà, rapidement, ce que c'est que mon métier. Donc ça, c'est la partie connaissance, fabrication de la connaissance de mon métier. Il y a un autre volet de mon métier qui est l'interaction avec la société. C'est le rapport avec le GIEC, notamment. Voilà, l'expertise qu'on fait avec le GIEC, mais aussi d'intervenir dans ce podcast. C'est aussi d'intervenir dans les médias ou en tant qu'expert dans différents contextes. Et ça aussi, c'est un domaine qui prend de plus en plus de place dans nos sociétés, puisque le changement climatique est quand même un énorme sujet de société où notre expertise reste unique et irremplaçable, mais en même temps, ça entraîne une responsabilité importante. Donc c'est marrant, parce que vous parliez de bouée, de modélisation, et puis même d'être climatologue, de parler du changement climatique. Tout ça, on le retrouve un petit peu dans le film, à sa façon. Vous avez dit plusieurs fois que vous étudiez le rôle de l'océan sur le climat. Concrètement, c'est quoi le rapport entre océan et climat? C'est vrai que de prime abord, c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on est un petit peu comme moi, une béotienne et de l'océan et du climat. Donc, expliquez-moi un petit peu ce lien entre ces deux-là. Alors c'est vrai qu'on vit dans l'atmosphère, donc l'océan, beaucoup de gens ont une relation à l'océan, mais ça va être la plage, ça va, il y a assez peu de gens qui s'aventurent dans l'océan hauturier. Pas moi, oui, c'est sûr. Alors en fait, la machine climatique, elle fonctionne essentiellement à travers les deux fluides, comme on dit, qui sont sur la planète, c'est-à-dire l'air et l'eau dans l'océan. Et ces deux fluides transportent l'excès d'énergie qui arrive dans les tropiques. Dans les tropiques, il y a plus d'énergie qui arrive que d'énergie qui repart de l'espace, et moins dans les hautes latitudes, c'est-à-dire à nos latitudes ou vers le nord. Et donc cette différence de quantité d'énergie, il y a besoin de l'équilibrer, et c'est les vents dans l'atmosphère et les courants dans l'océan qui équilibrent, c'est-à-dire qui transportent l'excès de chaleur des tropiques vers les plus hautes latitudes et qui ramènent de l'air ou de l'eau froide vers le sud. Donc pour garder un truc un peu tempéré, voilà. Il n'y a pas d'excès d'un côté ou de l'autre. En fait, ce mouvement à la fois de l'océan et de l'atmosphère, c'est un énorme thermostat géant à l'échelle de la planète qui permet qu'on ait les climats qu'on connaît. Alors certes, c'est différent entre des climats tropicaux et des climats polaires ou nos climats de moyenne latitude, plus tempérés, sont différents mais sont stables, relativement stables. Et donc cette stabilité, elle vient des mouvements dans l'océan et dans l'atmosphère. Alors les deux jouent un rôle à part égale, à peu près, dans ce transport, sauf que l'atmosphère lui va faire ça de façon beaucoup plus rapide, mais en ayant moins d'inertie. Et par contre, l'océan, lui, c'est plus lent, mais il y a beaucoup plus d'inertie. Alors cette notion d'inertie, pour l'illustrer, c'est que vous voyez bien que de chauffer une casserole d'eau ou une casserole d'air, ça ne va pas prendre le même temps. L'air, il chauffe beaucoup plus rapidement que le même volume d'eau. Donc ça vient de sa capacité calorifique qui donne son inertie. Voilà. Donc l'océan, même s'il est mal connu, il a un rôle fondamental. Et ce rôle, alors, il y a un rôle de stabilité, dont on parlait, de thermostat, mais il a aussi un rôle dans les variations climatiques lentes. Une qu'on connaît bien, c'est les saisons. On sait bien que les hivers, les étés en Bretagne sont moins extrêmes que les mêmes en Alsace. Pourquoi ? Parce que l'océan est là, qu'il va tempérer ces changements et donc modifier la saisonnalité, mais lentement, c'est pas d'un jour à l'autre. L'atmosphère fait des variations, la météo qu'on connaît d'un jour à l'autre. L'océan, c'est plus d'une saison à l'autre. Mais aussi, alors là, je donne l'exemple de la saison, mais ça va changer de la circulation dans l'Atlantique pendant 10 ans, en profondeur pendant des centaines d'années, voire des milliers d'années. Donc là, on a c'est aussi en fait, ce gardien des équilibres, c'est aussi un acteur des variations lentes du climat, l'océan. Et donc ça a aussi un travail sur le temps, ça c'est intéressant parce que ça a un travail sur le temps, mais aussi sur la géographie, puisqu'on s'aperçoit même qu'à quelques centaines de kilomètres, il y a déjà un changement qui apparaît. Donc ça c'est assez rapide entre la Bretagne et l'Alsace. Oui, j'ai fait des efforts en géographie. Et même donc en profondeur, donc c'est intéressant, votre travail, il est à la fois immédiat, mais aussi... il faut travailler comme ça sur le passé, aussi travailler finalement. C'est un double rythme que vous devez trouver en fait. On travaille effectivement sur de très longues échelles de temps. On a certainement à faire de la paléoclimatologie, c'est-à-dire qu'on repart dans les climats du passé. On peut en reparler par exemple dans les glaces polaires. Je crois que le film s'ouvre sur là-dessus, parce qu'il est paléoclimatologue. C'est ce qu'il fait de base, Denis Quaid. Et donc d'aller chercher des carottes de glace en Antarctique, où en mesurant la teneur en gaz à effet de serre des bulles d'air enfermées dans la glace, permet de reconstruire les climats du passé. Donc c'est une archive extraordinaire, mais il y en a d'autres. Les cernes de croissance d'arbres, les coraux, les stalagmites. Donc on a un certain nombre de thermomètres indirects ou d'hydromètres indirects qui nous permettent de reconstruire les climats du passé. Et en fait, c'est en connaissant ces variations qu'on va appeler naturelles
entre guillemets, du climat dans le passé, qu'on s'est rendu compte qu'on était dans une situation extrêmement différente où le climat changeait très rapidement et dans des proportions qui ne sont pas connues dans l'histoire de la Terre. Ce que nous avait expliqué notamment une autre intervenante dans ce podcast lié aux fossiles, on a fait ça sur Jurassic Park, et elle nous expliquait en effet qu'elle parlait des grandes crises qu'avait traversées notre planète depuis sa création, et que là c'était quand même assez drastique comme changement au niveau justement des climats. Et donc pour finir sur le troisième aspect du rôle de l'océan qu'on étudie, c'est son rôle dans le changement climatique bien sûr. À la fois comme c'est un acteur des variations, comment est-ce qu'il amplifie ou tempère le réchauffement climatique en cours. On reviendra sur les origines de ce réchauffement climatique, mais aussi quels sont les impacts du réchauffement sur l'océan. Vous parliez de El Niño, tout à l'heure vous l'avez mentionné. Alors déjà, expliquez-moi, parce que c'est vrai c'est un truc qu'on entend régulièrement, même quand on regarde la météo. C'est quoi le phénomène El Niño ? Alors, El Niño naît dans le Pacifique tropical, dans l'océan Pacifique tropical, donc en gros entre l'Indonésie et le Pérou. Donc le Pacifique, c'est énorme, c'est la moitié de la surface de la planète, c'est un très grand océan. Et autour de l'équateur, il y a des échanges assez forts entre l'océan et l'atmosphère. Donc El Niño, c'est pas juste un phénomène océanique ou atmosphérique, c'est lié aux échanges entre les deux. Donc c'est une région où il y a des alizés qui soufflent d'est en ouest, donc qui vont faire que dans l'ouest du Pacifique, donc autour de l'Indonésie, il y a une piscine d'eau chaude, qu'on appelle la piscine d'eau chaude indonésienne, où l'eau est à plus de 30 degrés. Par contre, dans l'est, elle est plutôt à 24-25, dans les remontées d'eau froide le long des côtes du Pérou, Chili ou de l'Équateur. Et cette différence de température à la surface de la mer, ça entraîne une différence de pression qui entraîne des alizés. Donc on a un système couplé, comme on dit, entre l'océan et l'atmosphère qui s'auto-entretient. Et certaines années, ce système se dérègle. Soit par exemple les alizés sont un peu moins forts, donc il y a un peu plus d'eau chaude qui reviennent dans l'est, du coup les alizés sont encore moins forts, etc. La machine s'enraye. Et pendant un an, ça dure à peu près un an, de printemps à printemps, il n'y a plus ces alizés, il n'y a plus les remontées d'eau froide le long des côtes du Pérou-Chili. Alors, ça c'est un phénomène naturel qui existe depuis très longtemps, mais ça a des conséquences extrêmement importantes sur les écosystèmes et les populations qui vivent dans ces régions, et même dans d'autres régions. Pourquoi ? Parce que au-dessus de la piscine chaude indonésienne, il y a énormément de nuages de convection atmosphérique et il pleut énormément. C'est une région où il pleut énormément. Donc quand cette eau chaude se déplace vers le centre du Pacifique au lieu de rester à l'ouest, ces régions ont moins de pluie. Et par exemple, en Indonésie, pendant un El Niño, la récolte de riz est divisée par 2. Donc des impacts extrêmement importants. De l'autre côté du Pacifique, les remontées d'eau froide normales, en temps normal, permettent d'avoir une pêche assez active en Pérou et Chili. Ces zones de remontée d'eau froide sont très, très poissonneuses. Quand il n'y a plus de ces remontées d'eau froide, il n'y a plus de nourriture qui est apportée aux poissons, et donc il n'y a plus de poissons. Et donc, d'ailleurs, on part dans les registres de pêche péruviens ou chiliens des centaines d'années en arrière, et on voit toutes les années El Niño, ces années où il n'y a pas de pêche. Donc ça nous permet. Donc c'est dramatique pour les populations. Voilà. Et donc connaître alors il y a d'autres impacts. Par exemple, la fréquence des ouragans change pendant El Niño. Il y a des endroits qui ne voient pas d'ouragans, qui peuvent en voir pendant El Niño et inversement. Parce qu'on dit El Niño casse les ouragans. Alors il les casse à certains endroits et il les augmente à d'autres. Ah oui. Bon. Voilà. Donc ça dépend. En fait, ça répartit. Pour qu'il y ait un ouragan, il faut une réserve d'eau chaude en surface. Donc si vous changez la répartition des eaux chaudes en surface, vous changez le fuel d'El Niño. Voilà. Alors c'est pas le seul, mais c'est une condition suffisante. Voilà. Donc en fait, El Niño a des impacts planétaire assez important. Et donc, le comprendre, le connaître, l'anticiper. Aujourd'hui, on sait faire des prévisions saisonnières, puisque c'est un phénomène qui s'étend sur un an, où on peut prévoir 6 à 8 mois à l'avance le phénomène El Niño. Ça, c'est extrêmement important pour beaucoup de pays. Maintenant, comme il y a des prévisions météorologiques où on s'adapte, là, il y a des prévisions saisonnières où des pays, comme le Pérou-Chili, s'ils savent 6 mois à l'avance qu'il ne va pas y avoir de pêche, ils vont réorganiser leur société en conséquence, etc. Alors, et puis la dernière question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer dans un climat qui change pour les propriétés d'El Niño ? Et ça, c'est des questions de recherche sur lesquelles on travaille. Exactement, parce que quand on observe le phénomène El Niño, en quoi finalement ça dit quelque chose du climat ? Comme j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir détecter un climat qui change, il faut comprendre ses variations naturelles. Et typiquement, c'est vrai que souvent les gens peuvent rester un peu étonnés quand on leur parle d'un réchauffement de 1 ou 2 degrés, global, quand ici, à nos latitudes, dans une même journée, on a des variations de 15 degrés. Donc c'est ce qu'on appelle la variabilité naturelle. Ça varie énormément. Donc pour pouvoir détecter un changement, il faut bien comprendre cette variabilité naturelle. Donc El Niño fait partie, c'est le premier mode de variabilité d'une année sur l'autre.
Donc il est vraiment important. Il faut savoir que quand il y a El Niño, donc ça affecte le Pacifique, c'est la moitié de la surface de la planète. Les tropiques, c'est encore la moitié. Donc il y a un quart de la surface de la planète qui est affectée quand il y a El Niño par ces augmentations de température. Et donc ça se reflète sur la température globale de la Terre de plusieurs dixièmes de degrés. Donc quand on parle d'un réchauffement d'1 ou 2 degrés, il faut pouvoir comprendre ces variations d'une année sur l'autre de quelques dixièmes de degrés. Ensuite, il y a, en extension de nos travaux sur El Niño, il y a des variations décennales à l'échelle pluriannuelle, à multidécennale de l'océan, typiquement dans l'Atlantique. L'Atlantique Nord ou le Pacifique ont des variations à l'échelle de 10-20 ans de quelques dixièmes de degrés. Alors nous, ça nous semble tout petit, mais ça a des vrais impacts climatiques. Aujourd'hui, on sait par exemple que les sécheresses au Sahel qu'il y a eu dans les années 70-80 sont directement liées à ces variations très basse fréquence de l'océan. Alors qu'on comprend de mieux en mieux, on ne les comprend pas encore très bien parce qu'on manque de données tridimensionnelles dans l'océan dans le passé. L'hémisphère nord doit son climat tempéré à l'effet du courant Atlantique Nord. La chaleur émise par le soleil arrive à l'équateur et est diffusée au nord par l'océan. Mais le réchauffement global fait fondre les calottes polaires, ce qui perturbe ce courant chaud de surface. Il pourrait même carrément l'interrompre. Si cela arrive un jour, ce sera la fin de notre climat tempéré. Veuillez m'excuser. Quand pensez-vous que ça puisse se produire, professeur, s'il vous plaît? Je ne sais pas. Peut-être dans 100 ans, peut-être dans 1000 ans. Par contre, ce que je sais, c'est que si on n'agit pas assez tôt, eh bien, ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui vont devoir en payer le prix. Et qui est-ce qui paiera le prix de l'accord de Kyoto? L'appliquer coûterait à l'économie mondiale des centaines de milliards de dollars. Avec le respect que je vous dois, monsieur le vice-président, la facture de l'inaction serait plus élevée que cela. Le climat est fragile. Les calottes polaires sont en train de fondre à une vitesse inquiétante. Alors, déjà, d'où vient ce réchauffement, fameux réchauffement climatique dont on parle? Oui, le fameux, d'où vient-il? Qui est-il? Quel est son réseau? En fait, les sources de variation du climat, elles sont de deux ordres, des causes externes et des causes internes. Donc, quand on parle d'El Niño ou de ces variations décennales, c'est interne. C'est aussi de parler, par exemple, quand au-dessus de nous, il y a une dépression qui passe, suivie d'un anticyclone, c'est des variations internes à l'atmosphère. Donc ça, on les connaît bien, on les décrit, on sait les prévoir maintenant. Et puis il y a des causes externes. Alors, la première, c'est le soleil, l'ensoleillement, puisque c'est la source d'énergie, la seule source d'énergie qu'on ait sur la Terre. Essentiellement, il y a un peu le volcanisme, mais c'est tout petit par rapport au soleil. Donc les variations d'orbite de la Terre autour du soleil, à commencer par les saisons, ça, c'est un impact majeur. Mais il y a aussi des impacts à plus long terme. Par exemple, périodes glaciaires, interglaciaires, sont liées à ces variations d'orbite de la Terre autour du Soleil, alors à des échelles de temps de 20 000, 40 000, 100 000 ans, beaucoup plus long. Donc ça, c'est les variations du Soleil. Le volcanisme joue un rôle, quand il y a un volcan, ça envoie des particules soufrées essentiellement dans la haute atmosphère, ça fait parasol, et donc il y a moins d'énergie solaire qui arrive dans le système climatique, et donc ça refroidit la Terre de quelques dixièmes de degrés pendant 1 an, 2 ans, le temps que ces particules retombent sur la surface. Et la troisième source de variation du climat externe, ce sont ces fameux gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet de serre? En fait, c'est ces gaz, dont le dioxyde de carbone, le méthane, on entend parler, qui sont transparents d'un côté au rayonnement solaire, mais quand la chaleur repart en altitude, un corps chauffé réémet de la chaleur, cette fois-ci, la longueur d'onde n'est plus la même, et ces particules vont attraper cette chaleur et la renvoyer vers le sol. Donc, en fait, c'est comme, imaginez que vous êtes dans une pièce froide. Alors dans ce studio, il fait bon, mais quand on était tout à l'heure dans l'autre pièce, il faisait un peu plus froid. Vous mettez une couverture sur vous. Et en fait, la chaleur de votre corps, la couverture vous la renvoie, donc elle vous garde au chaud. Les gaz à effet de serre, c'est ça. C'est une couverture, alors un peu étrange, un peu transparente, mais ça joue ce rôle. Donc on voit tout de suite que si on augmente la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on augmente l'épaisseur de la couverture, et en dessous, il fait plus chaud. Logique. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des variations naturelles des gaz à effet de serre, qui viennent du cycle, par exemple, en période glaciaire, il y a moins d'activité biologique, donc moins de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. On retrouve ça dans les glaces polaires. Et ce qui se passe depuis la révolution industrielle, c'est qu'on a été dans les sous-sols chercher du carbone, donc charbon, pétrole et gaz. Donc prenez du carbone, vous le brûlez avec de l'oxygène, ça fait du dioxyde de carbone. Et dans des quantités où on a augmenté d'à peu près 40% la valeur moyenne qu'il y avait depuis des millions d'années dans l'atmosphère en l'espace de 150 ans. Et donc ça, directement, vous augmentez l'épaisseur de la couverture et en dessous, ça se réchauffe. Donc on s'est réchauffé d'à peu près 1 degré globalement. Donc ça, c'est pour
Ça, c'est globalement. Résumer rapidement. Alors maintenant, le rôle de l'océan là-dedans et l'impact sur l'océan. L'océan, on a vu qu'il avait une inertie plus forte. Donc en fait, ce degré de réchauffement global qu'on a à peu près, on est à 1,2 là, un peu 1,1, 1,2 en ce moment, il se répartit de façon pas uniforme sur la planète. D'abord, il y a une amplification vers les pôles et en altitude, là où il y a de la glace. Quand la glace fond, en fait, la glace, ça fait miroir. Ça renvoie de la chaleur. Donc c'est le double effet de serre. Enfin, c'est un peu c'est le double effet qui se coule. Voilà, c'est-à-dire que la glace qui fond, elle va laisser place à des zones d'océan ou de terre qui sont plus foncées, et donc ça va absorber plus de chaleur. Et ça fait fondre encore plus. Donc en fait, aujourd'hui, le réchauffement vers les pôles, c'est plutôt 2-3 degrés que 1 degré. Et sur les continents aussi, les continents ont moins d'inertie, se réchauffent plus vite. Hein, on voit bien... on parlait par exemple d'un été au bord de la mer ou un été en Alsace, le sol se réchauffe beaucoup plus vite que l'océan dans la même journée. Et donc l'océan, lui, il s'est réchauffé d'à peu près 0,7 degrés, alors que les continents, c'est plutôt 1,3, 1,4. Donc quand on fait la moyenne de tout, on arrive à 1. Mais voilà. Donc l'océan, en fait, il est notre ami dans ce changement climatique. D'un côté, il va tempérer le réchauffement de surface. L'autre rôle important qu'il joue, c'est d'absorber du dioxyde de carbone. Aujourd'hui, l'activité humaine émet à peu près 40 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Sur ces 40 milliards, il n'y en a que, entre guillemets, la moitié qui reste dans l'atmosphère. Le reste est absorbé à peu près à part égale par les surfaces continentales, la végétation. Hein, vous savez qu'un arbre absorbe du CO2, relâche de l'oxygène et garde le carbone pour fabriquer ses branches et son tronc. Et l'océan qui va aussi absorber du dioxyde de carbone. Donc sans ces deux puits, on ne serait pas à 1 degré de réchauffement dans l'atmosphère, mais bien plus. Est-ce que ce réchauffement, il est irréversible? Il y a une part de changement climatique qui est inéluctable pour les dizaines, voire centaines d'années qui viennent. Ça, c'est certain. Et ça vient essentiellement de l'inertie qu'il y a dans l'océan. C'est-à-dire que l'océan, en absorbant... aujourd'hui, si on voit la quantité de chaleur qui reste à la surface de la Terre, hein, comme par cet effet de serre additionnel, il y en a plus de 95% qui partent dans l'océan. Puisque lui, il peut stocker de la chaleur, alors que l'atmosphère, assez peu, en fait. Hein. La chaleur, elle se stocke dans l'eau, l'humidité de l'air, et il n'y en a pas énormément d'eau dans l'atmosphère. Et donc, ça stocke essentiellement dans l'océan. Et l'océan, une fois que c'est parti dans ses courants profonds et lents, il y en a pour des dizaines, des centaines d'années. Donc il y a une part qui est inéluctable, très clairement. On ne va pas revenir à la température pré-industrielle, même si demain on arrête toute émission, il y a une inertie telle dans le système qu'il faudra. Mais très clairement, et là on a des cartes en main, c'est entre rester à un réchauffement, disons de 1,5 ou 2 degrés, qui est déjà beaucoup, hein, à la vitesse à laquelle ça change, ou un réchauffement de 4 à 5 degrés, là, les impacts sont plus du tout les mêmes. Et là, on a tout en main pour tenir compte de ça dans les décisions collectives qu'on prend. Donc, c'est pour ça qu'en fait, quand on va parler ensuite de quoi faire, il y a 2 volets d'action. Il y a d'abord, s'adapter à des changements qui commencent, hein, et c'est alors qui vont être plus ou moins forts, et l'adaptation sera plus ou moins facile avec chaque demi-degré de réchauffement. Mmh. Et puis, l'autre aspect, c'est bien sûr limiter les émissions, la source du problème. Hein. C'est les 2 types de volets d'action qu'on a. Voilà, limitation des émissions et adaptation. Et le courant Atlantique Nord? Comment ça? J'ai eu un appel l'année dernière. Un appel du professeur Rapson du centre de Headland. Selon lui, le courant Atlantique Nord a changé. Ah non, voyons, Jack, c'est impossible. Ce courant dépend en partie du fragile mélange entre eau douce et eau salée. On sait tout ça. Oui. Mais personne n'a encore pris en compte la proportion d'eau douce récemment déversée dans l'océan par la fonte de la calotte glaciaire. On a atteint le stade critique d'une désalinisation monstre. Ce qui expliquerait pourquoi la météo est devenue aussi anormale. Le centre de Headland avait des données assez convaincantes. Il souhaitait pouvoir les rentrer dans mon modèle de paléoclimat pour prédire la suite des événements. Un instant, t'es en train de nous dire que ces anomalies météo vont continuer? Non seulement continuer, mais empirer. Donc on est bien d'accord que ça n'arrivera pas demain comme dans le film, puisque là on comprend que c'est quasiment, ça se passe en 24 heures, donc c'est du jour au lendemain. Bon, si on reparle du film, allons-y. On rentre dedans, allez-y. C'est bon, allez-y. Je peux. Allez-y, c'est porte ouverte. Ouais. Attention, Éric Guillardi se lâche, on y va. Il y a un nombre d'invraisemblances scientifiques qui n'étaient pas forcément nécessaires. D'ailleurs, à la fin du générique, on a cherché est-ce qu'il y a des conseillers scientifiques.
Donc on a vu le nom, on a essayé de trouver cette personne, on l'a trouvé et il nous a jamais répondu. Le film commence par donc un scientifique qui fait des carottes et en faisant une carotte, c'est comme si on était sur un morceau de glace de 3 cm d'épaisseur et qu'en faisant un trou dedans, ça le cassait. Sauf qu'une calotte de glace, ça fait plusieurs milliers de mètres d'épaisseur, donc c'est pas avec un trou de 10 cm que vous allez le casser. Bon, passons. Donc ça déverse un morceau de glace dans l'océan, en Antarctique. Et puis, ensuite, il y a cette bouée dans l'Atlantique Nord, 10 jours après, qui commence à mettre un signal de salinité extrêmement faible, des valeurs jamais vues, donc panique à la NOAA. On sait aujourd'hui, enfin depuis longtemps maintenant, que pour emmener un signal de température de salinité de l'Atlantique Sud, donc du sud de l'Atlantique Sud jusqu'à l'Atlantique Nord, il faut à peu près 70 à 80 ans. Voilà, donc premier élément invraisemblable. Le deuxième, c'est les fameux cyclones, les 3 cyclones. Un cyclone, ça démarre dans la zone tropicale et ça part vers les plus hautes latitudes. Et ça n'arrive jamais vers les pôles. Donc des cyclones qui démarrent des pôles et qui vont vers c'est du grand n'importe quoi. Un cyclone prend de l'air chaud en surface et l'emmène vers l'altitude. Ça n'emmène pas du tout de l'air froid de l'altitude pour l'emmener vers la surface. Ce qui est parfois dur je pense, à comprendre, c'est les notions de à quelle vitesse ça arrive. Et en fait, un problème, et je pense que c'était la volonté des producteurs de ce film, de se dire, sans doute convaincus qu'il y avait un changement climatique en cours, mais tout le monde s'en fiche, voilà. Donc, on va le rendre catastrophique. Je pense que maintenant on sait que c'est pas du tout la bonne façon de mobiliser les gens. Les catastrophes, ça démobilise, ça mobilise pas. Il y a beaucoup d'études sociologiques qui ont on est un petit peu comme des lapins dans les phares d'une voiture quand c'est la catastrophe. On n'agit plus. Voilà. C'est un peu... d'ailleurs, oui, en fait, ce qui est difficile avec le changement climatique, c'est pas un risque palpable tout de suite. On sait, en tant que société, s'organiser face à des risques qui sont tout de suite. La pandémie en cours, on s'organise, il y a ça, on prend des actions. Un climat qui change doucement, ça va baisser des seuils de vulnérabilité, ça va faire revenir des événements extrêmes plus souvent. C'est très difficile. C'est pas tout d'un coup, il y a un seuil et tout bascule. Et ça, aujourd'hui, scientifiquement, ces points de bascule, alors ils peuvent exister sur des écosystèmes locaux, par exemple dans des coraux, mais au niveau global, on sait aujourd'hui, on connaît suffisamment bien le climat de la Terre et que le changement climatique ne va pas entraîner de catastrophes majeures tout d'un coup, d'un jour à l'autre, comme dans le film. Le dernier point que je reproche au film, c'est qu'à aucun moment il parle du CO2 et des gaz à effet de serre. Donc si on veut alerter les gens sur un risque, il faut quand même parler des causes. Et à aucun moment ça s'est évoqué. Quand on est un scientifique comme vous, spécialiste du climat, spécialiste de l'océan, comment on communique en fait face à cette désinformation ou parfois aux excès comme dans ce film-là qui peuvent donner une image, là en l'occurrence catastrophiste, alerter peut-être beaucoup trop et donc entraîner l'inaction. Comment on se fait entendre ? Alors, il y a 2 éléments dans la question que vous posez. D'abord, c'est quel est le rôle du scientifique à fournir de l'expertise à la société et ensuite, suivant ce rôle, comment le faire. Donc, très tôt, la question s'est posée et la constitution du GIEC, c'est le groupement intergouvernemental des experts du climat. Donc, c'est un objet d'expertise assez original qui est un mandat de l'ONU, sur les 195 pays de l'ONU, mandate le GIEC pour faire un point des connaissances sur le changement climatique. Et en fait, il pose 3 questions assez simples. La réponse prend du temps et donne beaucoup de milliers de pages. C'est où est-ce qu'on en est de la connaissance scientifique sur le changement climatique en cours ? La deuxième, c'est quels sont les impacts actuels et potentiels en fonction de scénarios à l'avenir. Et le troisième, c'est quelles sont les pistes d'action pour les 2 dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la limitation des gaz à effet de serre, enfin des sources du changement, et l'adaptation. Donc ça, c'est les 3 volets, c'est-à-dire ces 3 groupes de travail dans le GIEC. Et donc la façon dont... C'est vraiment l'expertise, c'est-à-dire que le scientifique est là pour répondre à une question posée par le politique, en l'occurrence les 195 pays de l'ONU. Quelque chose d'important du GIEC, c'est que le GIEC doit parler de solutions possibles, mais ne doit pas préconiser de solutions. Ce n'est pas aux scientifiques de dire ce qu'il faut faire. Et souvent, il y a une déformation
soit dans les politiques, soit dans les médias, en disant les scientifiques nous disent que il faut faire ceci, nous disent qu'il faut faire cela. Mais si vous prenez un rapport du GIEC, à aucun moment c'est marqué. C'est une interprétation. Et il y a des débats entre nous. J'ai certains collègues qui n'hésitent pas, quand on leur tend un micro ou une caméra, parce que le climatologue est devenu une denrée très appréciée des médias, ça je peux en témoigner. C'est à la mode. Voilà. N'hésite pas à passer le pas. À dire, moi je pense qu'il faudrait plus prendre l'avion, qu'il faudrait des voitures électriques, qu'il faudrait, voilà. Et c'est vrai qu'on a commencé une réflexion en interne sur cette éthique de l'engagement et de la présence, comme par exemple d'autres sciences l'ont fait, la bioéthique, où il ne s'agit pas de dire à il y a une liberté académique qui est importante à dire ce qu'il faut dire, pas dire, mais c'est juste que chacun s'approprie un peu toute la dimension sans société de leur intervention. Et souvent, je pense qu'il y a un manque de culture sur ce que c'est que l'expertise scientifique, comment la société fonctionne, toutes les autres contraintes. Voilà. Alors ça peut vous sembler bizarre de dire ça de la part d'un climatologue, mais moi je me retrouve de plus en plus à front renversé en disant attention, il n'y a pas que le CO2, il n'y a pas que les degrés, il y a les inégalités, il y a l'éducation, il y a la démocratie, il y a tout un tas d'éléments dont moi j'ai aucune expertise en particulier, mais en tant que citoyen je sais que c'est aussi important que notre environnement. Et donc, Éric, avant de vous laisser, moi, je vous ai imposé un film, je vous l'ai littéralement imposé quand même, le jour d'après. À vous de me recommander un film, peut-être que vous aimez bien, que vous avez vu récemment ou pas, mais voilà, un film que vous auriez envie de partager, qui n'est pas forcément sur notre sujet, mais que vous auriez envie de partager avec moi et nos auditeurs. Alors, il y a le documentaire Demain, dont vous avez parlé, et je pense que le changement climatique, c'est une opportunité extraordinaire pour réfléchir collectivement au monde qu'on veut. Et donc, si on le prend comme ça, c'est très enthousiasmant. Et ce que j'aime beaucoup dans ce documentaire Demain, c'est qu'on ressort de là en disant, il n'y a plus qu'à. Il y a plein de choses. On se rend compte que ce biais du climat nous permet de réfléchir à plein d'autres choses, le lien social, les inégalités, d'autres défis qui sont là. Et donc, c'est une excuse un peu pour avancer. Alors, c'est vrai que Hollywood n'aime pas forcément des choses ou des récits positifs parce que ça fait moins vendre, mais je pense qu'il y a là un créneau pour des cinéastes de réfléchir, de faire un peu de la science-fiction sur ce que peut être un monde de demain qui a pris en compte non seulement la connaissance scientifique, mais aussi les aspirations des gens, comment on vit ensemble. Moi aussi, Hollywood, il aime bien le happy end, c'est juste qu'il faut que ça passe par la catastrophe avant. Merci de nous laisser sur cette envie positive et de regarder l'avenir, en tout cas avec un œil optimiste, ça fait du bien. Merci Éric Ghigliardi d'être venu nous donner des nouvelles de notre futur glacé. 7e Science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.